Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. C'est le premier épisode de l'année 2021. On a passé au travers de 2020. Yeah! Bravo. Great good time, come on! Premiers épisodes. Faudrait arrêter ça. Et on est dans un studio. Il y a des gens qui nous écoutent sur le Médiaté Télé parce qu'on s'est associés pour débuter. Débuter cette année 2021. Et puis ça, c'est pas de la vraie brique. Ça, c'est pas... C'est bon, ça. T'as pas l'air... Pareil, comme si on avait fait pour moi, une quand je suis première arrivé, fois. là, j'étais sûr que ça, c'était un mur de brique pour Non, vrai. check. Mais non. On peut le bouger. Ah, man. Ah. Il y a une protection, il ne tombera pas. Il tombera pas. Mais donc, pour débuter cette année-là, on s'est associé avec Médiaté Télé et on a fait les personnalités de l'année 2020. Ce n'est pas le COVID. Non, ça, c'est le podcast trop de cul de l'année. Ce n'est pas le COVID. C'est qui, de base, si c'est pas le COVID, Matt? François, c'est une très mauvaise idée de nous faire reprendre un intro improvisé. Ah ouais. Mais bon, mais elle est dans les personnalités de l'année. Donc, on a remis les personnalités de l'année. D'abord, on va commencer avec la personnalité féminine. Et c'est la présidente directrice générale du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Caroline Roy. Allô, ouais. Bonjour, Caroline. C'est cool. Donc, Caroline Roy, qui a été vraiment sur la scène de l'actualité toute l'année 2020. Oui. Et donc, tout était comme la scène. J'attendais de voir ce que tu en avais. Danse ou c'est quoi, là? Ben, elle a dû découvrir une nouvelle passion pour le théâtre. Là, avec, Probablement. c'est ça. Probablement. Donc, on a vraiment jasé de long et en large de tout ce qui s'est passé, mais de son propre aveu aussi, sous un autre angle, extrapoler davantage que les points de presse quotidiens puis les chiffres. On n'a pas dit le nombre de cas. On n'a pas dit le nombre de cas aujourd'hui. Non, on n'a pas parlé de ça une fois. Non. On l'a vu d'un autre angle, là, puis c'était une discussion décontractée là, où on parlait un peu plus en fond là, des sujets qui ont monopolisé l'actualité depuis 2020. Et c'était vraiment intéressant. Et là, c'est en vidéo pour ces épisodes-là spéciaux parce qu'on voulait faire du contenu pour la télé. Et il y aura, comme ça, là, une fois de temps en temps, des épisodes en vidéo. C'est un podcast audio qu'on fait. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur Balado pour les détenteurs d'iPhone, Google Podcast, iHeartRadio, Spotify, l'application Médiaté Plus également et plein d'autres podcasts là-dessus d'ailleurs. Mais si vous êtes gentil, comme ça, on va filmer des fois. On va traîner des camps, puis il y en a quelques-uns qui s'en viennent. Fait que si vous êtes gentil, on en fait d'autres. Si vous aimez ça, écrivez-nous, donnez-vous vos commentaires. Donnez-vous des commentaires. Donnez-vous des commentaires. Est-ce que j'ai été bon pendant cette écoute-là? Est-ce que j'ai bien Non, mais écouté? j'aimerais ça avoir ces commentaires. Est-ce que j'étais attentif? C'est ça. Dites-moi comment vous vous sentez quand vous écoutez ça. Ouais. Commentaires et tout. Puis nous autres, ça fait grandir, que ce soit positif ou négatif. On aime ça un petit peu de hate. On n'a pas assez, je pense. Hein? On en a pas assez. On en Il a en pas manque un peu. Il faudrait que ça soit un peu Il plus reste de la place sur le tapis. corrosif. Il reste de la place sur le tapis. Il reste de la place sur le tapis. D'ailleurs, on a un excellent tapis. Fait que ça se pourrait qu'on revienne aussi des fois dans ce studio-là. Nice. Tous les jeudis, François, c'est réservé. C'est réservé, François. Prépare ta semaine, il est long. Merci à Médiaté Télé. Ouais, merci de l'accueil. Puis, merci à Ta Gueule Communication aussi. Ouais, Ah oui, Ta Gueule puis Communication. C'est vrai. Puis là, normalement, vu qu'on est comme filmé, on dirait qu'on est déstabilisé, normalement, comme un ordre préétabli. Puis normalement, Ben a perdu son commanditaire à nommer. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'associer au podcast, qui veulent faire passer par la voix de Benoît pour dire whatever. Oui, c'est vrai. On vend la bouche à Benoît. Vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Selon ce que vous choisissez, qu'est-ce qu'il dit, ça va coûter plus cher. Ça dépend. Si c'est soft, c'est 5$. Si c'est hard, c'est 250$. Écrivez-nous, on jugera puis on vous donnera un prix. C'est bon, c'est ça. Bonne écoute, je pense. Bonne écoute. Bonne écoute, certain. À bientôt. Appropriation culturelle. Hey, bienvenue à un autre épisode d'Appropriation culturelle podcast. Mon nom est Mathieu Proulx, Benoît Saint-Pierre, Allô. Pierre-Marc Langevin. Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Hey, premier épisode de la nouvelle année. Ben oui. Hey, félicitations, Matt. Merci. Bonne année, les gars. Merci. Et on commence ça avec c'est pas vraiment un spécial, mais... on pourrait souhaiter de la santé pour la nouvelle année. Oui, on pourrait souhaiter de la santé. C'est un petit clin d'œil à ce qui va se passer. On salue aussi les auditeurs de TVC Médiaté Télé qui vont pouvoir regarder ça à la télé parce que justement, pour débuter l'année, on a pensé faire un petit clin d'œil à l'année 2020. Donc, remettre un peu des titres, des mentions personnalités de l'année féminines et masculines. À deux personnes, finalement, un gars et une fille. Ah ouais? Justement, on se suit. Ça va bien, oui, ça va bien. Et, ça pourrait être une personne, mais à un moment très précis. Kate Lessard. Non, non mais... Moi, je rétracte ce que je viens de dire. 2020, ça te fait penser à quoi, Ben?
Ça fait penser à la tranquillité. OK. Ah. Non, mais attends. C'est vrai, hein? C'est vrai, une année relax 2020. L'année était c'est rien passé. Mais mettons, en étant confiné après Sac, loin de tout, ça a été tranquille parce que j'ai pas fait rien. C'est vrai que dans ton chemin, toi, rien. C'est très relax. Pour avoir une troisième guerre mondiale qui se déclenche, je sais pas. Tu serais pas au courant. Toi, Pierre-Marc, 2020, ça te pense à quoi? Bébé. J'ai un enfant en 2020, moi. Fait que c'est ça que je vais retenir de... Tranquille. Un accouchement dans le temps de la COVID, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la prison. Ah ouais? Tu sais, t'es enfermé dans ta chambre et tu peux pas sortir pour des raisons qu'on comprend. Là. Mais j'ai passé 4 jours à l'hôpital, 4 jours dans une petite chambre. C'est long. Un fumeur qui descend, remonte, ben, descend. Tu peux pas. Ah, tu peux pas? Non, je peux pas fumer pendant que j'étais à l'hôpital. Tu peux pas fumer pendant 4 jours? Ouais, j'ai pris des affaires de Nicorette. Hein? Puis c'est drôle, là, aussitôt que je n'ai manqué, je suis sorti. C'était dangereux pour la sécurité de l'hôpital. Ça aurait pu être plus que 4 jours. Ouais, j'étais rendu un peu irritable. Ouais. Puis quand ils ont dit qu'ils allaient nous garder une journée de plus, Jenny m'a fortement conseillé d'aller à la maison. Merci, Jenny. Ciao, bye. Merci, Jenny. Et ben oui, donc vous aurez compris que c'était quand même une grosse année COVID et c'est pour ça qu'on a choisi comme personnalité de l'année 2020 la présidente directrice générale, Mme Caroline Roy, présidente directrice générale du CISSAT, Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai quasiment dit comme il faut du premier coup. Bravo, Matt. Je suis contente d'être là. Merci. Merci de l'invitation. Merci de la nomination. Ça fait plaisir. Je suis content parce qu'il y a un gros comité quand même qui s'est penché là-dessus. Ouais. On était... démarche scientifique. Mais mettons, on était 1 plus 2. Ouais. De nous autres, on a choisi. On l'a fait valider par quelques personnes. Tout le monde trouvait que ça faisait bien du sens. Fait que, mais ceci dit, dans le fond, si on vous a choisi, c'est que d'un, vous avez été bien présente comme porte-parole finalement du CISAT dans cette crise-là de la COVID dès les tout débuts en fameux Zoom. Comment ça a été de prendre le crachoir comme ça, pratiquement quotidiennement pendant un certain temps et dans une crise que personne connaissait, c'était de l'inconnu. Ça allait de soi. Ouais. Et en fait, là, une pandémie, hein, on pense jamais vivre ça, puis on l'attend pas, puis on le vivait en même temps que la population, puis le monde entier. Puis notre organisation, c'est celle en région qui s'occupe de la santé puis des services sociaux de la population. Fait que pour moi, c'était assez clair qu'au moment où la crise était annoncée puis était présente, bien, qu'on était l'acteur central, la population, tout le monde s'est retourné vers nous. Puis évidemment, bien, dans mon rôle, je devais prendre cette place-là. Puis ça allait de soi. Puis la population était là aussi à l'écoute, puis pour être capable de bien entendre et était à l'affût, avait besoin d'informations. Fait que l'expérience Zoom est tout autre chose, mais c'est ça. Ouais. Mais sinon, c'est ça. C'est quand même une expérience qu'on a appris tous ensemble, là, puis avec un peu toutes les anecdotes ou tout ce qui peut se produire là, dans une situation comme celle-là, parce qu'on apprenait ensemble aussi, là, mais non, c'est quand même... puis ça se poursuit toujours, hein, c'est pas terminé. C'est pas terminé, effectivement. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y avait une crainte au départ de dire hey, les gens n'embarqueront pas, ils nous écouteront pas, parce que la région était relativement épargnée, surtout dans les tout débuts de la crise, on n'a pas eu... Il y a eu Rouyn-Noranda, évidemment, qui a eu une éclosion dès le départ, là, mais dans des résidences, est-ce qu'on a senti que peut-être les gens ils croiront pas, voudront pas embarquer au départ? Ou... Non, j'ai pas eu cette crainte-là. Puis j'avais vraiment, puis j'ai toujours une grande confiance en population. Vraiment, là, en région, on est très solidaires, on est très près l'un de l'autre, puis c'était assez clair pour moi qu'à partir du moment où on était capable... C'est pas un problème en temps de pandémie, c'est qu'on est près l'un de l'autre. Virtuellement. Mais c'est ça. Fait que c'était, pour moi, là, ça allait de soi. Je me suis dit, on va parler à la population, si on est capable d'être coordonné dans les messages, parce que c'est surtout ça. Puis au début de la première vague, on l'a vu, là, c'était l'incohérence aussi perçue, parce qu'une orientation pouvait changer même dans la même journée 2-3 fois, avec l'incohérence entre les directives, entre les orientations. Fait que c'était de ramener tout ça, de s'assurer que ce soit coordonné, de rallier tous les acteurs qui pouvaient nous aider. Les médias, évidemment, parce qu'on a eu des points de presse quotidiens pendant un certain temps, mais les élus, les acteurs économiques. Fait qu'on est allé chercher tout le monde qui pouvait nous aider à passer les messages, les mêmes messages, les bons messages, puis les répéter. Puis c'est vrai qu'il y en a certains, puis encore aujourd'hui, là, qui n'y croient pas ou qui adhèrent moins, mais en grande majorité, puis on le voit, puis c'est les constats qu'on a aussi là, au niveau des cas, puis de un peu la situation en région, mais les gens respectent, les gens écoutent.
est-ce que c'est... ce que je vois beaucoup aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. La majorité respecte les règles. Il y en a beaucoup qui y croient pas. Beaucoup, je sais pas. Il y en a beaucoup aussi qui y croient puis qui veulent des mesures toujours plus dures, qui disent barrer la région. Il y en a des gens qui y croient pas, qui disent non, on veut plus de mesures. Donc, dans cette cacophonie-là, quand on est à la tête de tout ça, comment on se place, comment on gère ça? Bien, dans un premier temps, il faut le reconnaître puis l'écouter. Parce que c'est vrai que, puis encore maintenant, hein, puis tout le monde a une bonne raison de penser ce qu'il souhaite ou la préoccupation qu'il a, elle est légitime puis elle est vraie. Là. Puis encore récemment, bien, on a entendu beaucoup, puis on entend encore beaucoup parler des motoneigistes qui viennent en région, qui viennent de l'extérieur. Bien là, est-ce qu'on doit bloquer? Est-ce qu'on ne doit pas bloquer? C'est quoi la meilleure stratégie? Quelle est la mesure la plus efficace? Puis là, on devient meilleur parce qu'on apprend davantage sur le virus. On apprend aussi le comportement des gens à travers tout ça. Mais c'est de le reconnaître. C'est d'écouter tout le monde puis d'essayer de faire un consensus avec tout ça sur bien, c'est quoi la meilleure mesure, mais basé aussi, puis de plus en plus, sur ce qui fonctionne vraiment puis ce qui est démontré. Là, parce que là, plus on connaît le virus, plus on connaît son mode de transmission, bien, on est capable d'avoir des meilleures réponses appuyées sur la science, mais c'est d'être à l'écoute. Puis ça ne changera jamais. Dans une situation, si tu es à l'écoute de la population ou des gens qui se réfèrent à toi, si tu les comprends dans leurs préoccupations, puis qu'après ça, tu es capable de faire un tout puis quelque chose de coordonné avec l'ensemble, bien, les gens le reconnaissent aussi. C'est sûr que ça n'a peut-être pas aidé les publicités de Bonjour Québec qui disaient « Allez, en Abitibi-Témiscamingue, les meilleurs sentiers du monde. » Oui, c'est un mauvais timing, ça. De ce que j'ai compris, l'histoire au fond de ça, là, c'est qu'il y a des genres de bundles de pubs déjà vendus, puis qu'eux autres les préparent, puis ils sortent quand ils veulent, à peu près n'importe qui. Ils sont sortis dans le temps des fêtes en plein confinement, ça a l'air que ça a fait un petit tollé. Ou pour l'échapper, tu sais, c'est ça. En même temps, c'est une pandémie. La région qu'on pouvait entre guillemets, se déplacer puis aller voir. Puis le tourisme était encouragé cet été. Là, puis ça a continué aussi pour cet hiver. Puis ça fait en sorte que l'Abitibi, c'est un beau royaume pour la motoneige, comme le Lac-Saint-Jean puis d'autres places. Là, fait que forcément, ça a amené son lot de touristes. Là, parce qu'il n'y a pas juste les trucks de Vidéotron qui peuvent sauver nos hôtels quand même. C'est ça. Mais justement, on en parlait avec le temps maintenant, on connaît un peu plus comment le virus agit, comment il se propage, tout ça. C'est quoi les mesures qui fonctionnent vraiment? C'est qu'est-ce qui... Diminuer les contacts sociaux. Ouais. C'est simple, hein? Puis c'est simple, mais c'est tout ça. Puis c'est ce qui est aussi dramatique, là, parce que c'est pas ça qu'on veut. Puis on est une société, là, on est collectif. On n'a pas le goût d'être chacun chez soi, mais c'est ça qui fonctionne. C'est la distanciation. Puis un coup que tu es en contact, soit avec quelqu'un ou avec quelque chose qui peut être contaminé, bien, c'est de désinfecter tes mains puis de désinfecter l'environnement. Mais c'est ça. C'est la distance puis diminuer les contacts. Mathieu, on n'est plus amis. Comment ça? Ben, c'est fini. C'est plus simple de même. Non, mais c'est ça. Mais sauf qu'on s'est rendu compte aussi dans cette crise-là, c'est que les fameux essentiels, on s'est rendu compte qu'on était... Le podcast est essentiel! Ouais, c'est ça, mais qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est ce que tu veux bien qu'il soit pour ton confort personnel, dans le fond. C'est là que c'est peut-être un petit peu là aussi la fameuse... incohérence peut-être pour certains parce que là, moi je veux ça, je veux garder mes activités à ce niveau-là, mais je vais continuer à la pêche sur la glace, mais dans le fond, j'ai des contacts, puis je suis dans ma cabane à pêche à 2 mètres, à pas 2 mètres. Ah oui, puis plus ça va, plus les gens interprètent les mesures en fonction de ce qui leur convient pour être capables de continuer leurs activités. Puis dans notre réalité, en plus en région, avec une situation relativement sous contrôle jusqu'à tout récemment, là, où on a eu vraiment une augmentation de nouveaux cas, bien, les gens se sentent moins à risque aussi. Là. Fait que finalement, tu interprètes un peu, puis tu dis, finalement, on fait une activité de pêche sur la glace ou on va dehors, puis on est un peu à distance, puis on va se faire un chocolat chaud, mais c'est pas assez longtemps. Puis, fait que je vais boire dans ta tasse, mais pas ça, pas assez longtemps. puis personne ne veut le donner, le virus. Hein? Puis ceux qui le transmettent, ils ne savent pas qu'ils l'ont quand ils le transmettent, puis ils ne pensent pas l'avoir non plus. Fait que vraiment, là, c'est pas évident, mais en même temps, puis justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus un peu pénaliser ces gens-là qui sont malades puis qui ont juste besoin de soins ou qui ont juste attrapé un virus. Mais c'est parce que dans le contexte de pandémie, bien là, ils se sentent même coupables, puis ça peut devenir un peu plus grave, là, mais c'est ça. Je pense que les gens ont bien compris maintenant ce qu'il faut faire. On comprend les mesures, sont beaucoup plus claires et plus cohérentes aussi.
Puis là, ben c'est le temps. Une chance qu'on a le vaccin qui s'en vient avec l'espoir, là, parce que là, ça fait longtemps. Puis on le voit, les gens ont besoin de se rassembler. Au début de la première vague, on voyait des... J'ai vu tellement des belles choses, là, quand les gens ont commencé à se confiner puis que le confinement était strict, là, on se promenait dans les rues, puis on voyait des gens d'un côté d'une fenêtre, puis là, avec des iPhones, puis l'autre à l'extérieur, sur le trottoir, là, sur une chaise, puis essayer de faire des virtuels en famille. Puis... Fait que les gens se sont débrouillés, mais là, ça fait longtemps. Ça fait 10 mois. Il est temps que ça finisse. Oui, justement, après 10 mois, comment que le personnel le prend dans le réseau? Est-ce qu'il y a un essoufflement? Est-ce qu'ils sont encore en forme? On a quand même été chanceux, comme on a dit au début, là. Mais comment vont les troupes au final? Bien, en fait, même si on était chanceux, tout ce qu'il fallait mettre en place pour être prêt, il fallait le mettre en place. Puis ça, ben, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de contacts. On n'a jamais été aussi près de tous les milieux de vie comme les résidences privées pour aînés. Fait que c'est quand même plusieurs activités qui nécessitent beaucoup d'investissement, puis au quotidien, à toutes les semaines, dans tous les domaines là, où on a été en contact avec les gens, la population. On a une situation de pénurie de ressources qui était déjà là avant la pandémie. Fait que dans le contexte, là, en plus des ressources qu'il faut déployer de façon supplémentaire avec la pandémie, bien, ça ajoute une pression. Puis, bien, on ne peut pas lâcher. Fait que, tu sais, cet été, on ne pouvait pas relâcher certaines mesures. On ne pouvait pas non plus diminuer certaines intensités d'activités qui sont en lien avec la pandémie ou en préparation de la pandémie. Fait que c'est un peu cette intensité-là qui n'a jamais diminué. Puis ce stress-là de toujours devoir être prêt, même si des fois c'est juste un cas qui est hospitalisé, bien, ce cas-là nécessite quand même tout un branle-bas de combat à l'interne parce que, justement, quand il arrive, bien là, il faut s'ajuster, il faut dédier l'équipe. Fait que l'intensité est difficile à tenir. On a des équipes qui sont assez soufflées pour certaines équipes, mais les gens y croient, ils ont envie de contribuer, puis ils restent là. Mais il est temps que ça finisse comme pour le reste de la population, là. Fait que les équipes vont bien, puis ça rallie tellement la mission. Quand je dis ils vont bien, c'est qu'ils vont bien dans cette volonté-là de contribuer puis de continuer à contribuer, mais c'est des humains qui ont donné beaucoup. Mais c'est ça, c'est que ça rallie la mission pour qu'on est là. Dans le réseau de la santé, là, on est là pour prendre soin des gens, prendre soin des malades. Puis là, ben, quand tu as une pandémie, ça vient te chercher dans ton instinct de survie. De toute façon, la population, eux-mêmes, ont voulu contribuer. Là, on l'a vu là, quand on a demandé les gens de... Puis même encore, on dit aux gens, bien, donnez votre nom pour venir, soit au début, là, c'était d'aider dans les CHSLD. Là, maintenant, c'est venez vacciner. En quelques jours, on a des centaines de noms. Fait que les gens ont le goût de contribuer, mais au sein du réseau, c'est encore plus fort, là. Si jamais Pierre-Marc vous envoie son nom pour les vacciner, j'aimerais ça que vous refusiez sa candidature. C'est vraiment pas une bonne idée. Voyons, Mathieu. Je suis meilleur que toi. Ah ouais? J'ai une meilleure vision. Oh, ça va sonner comme un concours de vaccins. Comment que je peux en vacciner bien plus vite que toi? Ce qui était vrai aussi avant la pandémie, puis ce qui est vrai pendant la pandémie, c'est la fameuse pénurie de personnel aussi. Le Québec a dû composer avec ça. L'Abitibi encore plus. C'est probablement ce qui vous a mis plus sur vos gardes là, dès le départ, j'imagine. J'imagine aussi d'isoler certaines personnes parce que s'ils sont exposés, ben là, il faut les mettre en retrait préventif. Et j'imagine que ça aussi, c'était une roche de plus dans ce sac-là. Oui, puis ça va rester après la pandémie. Hein? C'est ce qu'on dit tout le temps. Puis dès le début de la pandémie, là, on ne savait pas ce qui s'en venait, mais je l'ai toujours dit, notre enjeu à nous, ce ne sera pas l'espace, ce ne sera pas d'avoir suffisamment de lits ou de place pour mettre les gens, ça va être des gens pour s'en occuper. Fait que la pénurie était assez importante avant la pandémie. On la vit encore plus en contexte de pandémie pour ces raisons-là. Puis même encore, là, ces temps-ci, c'est que c'est ça, on retire des travailleurs de la santé. Hein, puis les travailleurs de la santé, on en a aussi qui sont positifs, puis ont des contacts. Fait que ces gens-là aussi sont retirés. Parfois en isolement préventif, mais ça fait en sorte qu'on a tellement parfois des petites équipes, des équipes qui tiennent sur 1-2 personnes. Bien, puis là, on compromet le service. Là, fait qu'il faut se revirer de bord. Puis on a une grande étendue de territoire. Fait qu'on ne peut pas rapidement demander à quelqu'un qui fait le même job à Val-d'Or d'aller demain matin à Amos, là, parce que c'est pas notre réalité régionale. Oui, c'est plus compliqué un peu chez nous. Quelqu'un de Ville-Marie d'aller travailler à Val-d'Or. Mais il y en a qui le font. Hein? Puis c'est ça qui est beau là, quand, tu sais, je l'ai dit tantôt, j'ai confiance en la population, mais au sein du réseau, là, les gens sont solidaires, puis ils veulent que ça fonctionne, ils veulent qu'on y arrive, puis que ce soit un succès, puis surtout, on veut prendre soin des gens. Fait que, tu sais, on demande là, parfois de lever la main là, pour n'importe quel type d'emploi. Là, on manque de gens dans ton équipe, mais là, tu es à la SAR, puis c'est à Ville-Marie qu'on manque de gens. Bien, il y en a qui lèvent la main et qui disent « Parfait, je vais y aller, puis je vais aller aider pour un bout de temps. » Puis ça, c'est tellement apprécié, là, mais ça témoigne de ce que les travailleurs de la santé sont avec la mission de vouloir prendre soin. Post-COVID, est-ce qu'on a enfin l'impression que là, le gouvernement s'est rendu compte de l'importance du réseau de la santé et de ses travailleurs, puis enfin valoriser
le personnel? L'importance était là, était perçue puis reconnue, là, ça, j'en doute pas. Puis on le voit de toute façon, même au niveau budgétaire, c'est la moitié du budget là, de la province qui est en santé. Fait que l'importance, elle est là, mais dans une situation de survie comme celle-là, là, ça prend une autre mesure. Là. C'est qu'on le voit, c'est une question de vie ou de mort là, parfois. Fait que sûrement qu'il y a des actions qui vont changer. Puis on le voit juste avec, entre autres, les CHSLD, les réalités qu'on a vécues. Bien, les actions se sont posées immédiatement, puis avec des résultats même qu'on a eu en région. Là. On a eu vraiment une aide importante. Fait que je pense que ça va se continuer. Puis la population aussi a un regard différent sur le réseau de la santé. Plus d'intérêt pour ces métiers-là, peut-être, parce que la formation, justement, des préposés, il y a eu un bon succès ici en région aussi. Ben d'ailleurs, oui. formation qui a été menée par le Centre de formation Ricana ici à Amos. Là. Oui, exactement. Un peu partout en région, mais par l'institution ici. Bien, je l'espère. C'est vraiment ce qu'on souhaite, que les gens vont réaliser que il y a plein de professions, hein, puis on a de tout. Là. On n'a pas juste des infirmières, puis des médecins, puis des travailleurs sociaux. Là. Il y a des électriciens, il y a des plombiers, il y a vraiment toutes sortes de professions au sein du réseau. Fait que je l'espère que ça va susciter des gens. Puis d'ailleurs, en santé publique, que la santé publique, c'était peut-être méconnu ou moins connu avant, bien, les inscriptions en santé publique ou dans des métiers similaires ou des médecins pour faire une spécialité en santé publique, il y a plus d'inscriptions. Parce qu'on le voit bien, là, le rôle que ça peut jouer dans une population. J'imagine que le docteur Sobanjo ne s'attendait pas à être aussi vu que ça avant cette pandémie-là. Effectivement. Moi non plus, d'ailleurs. On n'aura jamais été aussi public, mais ça fait partie de la fonction, mais en même temps, c'était naturel d'aller là. Puis les gens ont embarqué, puis ça a été une clé de notre succès en région, qui a été reconnu, qui a été reproduit ailleurs aussi, parce que ce leadership-là qui a été assumé franchement depuis le début, puis qu'on a communiqué avec la population, qu'on a été présent au sein de la population, bien, ça a juste rallié tout le monde. Puis, effectivement, on n'a jamais été aussi public. C'est-tu quelque chose qui est naturel pour toi de te mettre au public comme ça, d'affronter le regard des gens de façon régulière? Bien, pas du tout. Puis avant d'être nommée, parce que c'est quand même assez récent comme PDG, c'était en juin 2019. Ah, chanceuse. Bon baptême. Bienvenue dans mon monde. Mais en fait, non. Puis c'était pas, j'avais pas été non plus dans mes anciennes fonctions depuis que je fais des fonctions professionnelles. J'avais jamais été soumis à ça, d'être aussi public. Puis c'est un peu comme... on a peur de l'inconnu. Hein? On ne sait pas ce qu'il y en est, là, mais là, ça a été un bain de toute façon fréquent, inévitable. Puis là, ça va. T'es-tu reconnu maintenant dans la rue? Est-ce que les gens... Oui, c'est ça, des autographes peut-être? Pas des autographes, mais une reconnaissance. C'est la fille de la TV. Oui. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est le fun quand c'est de la reconnaissance, ça. Et partout en région. C'est ça qui est étonnant aussi, parce que là, j'ai à me promener. Je me promène beaucoup moins, évidemment, là, mais quand même, je vais dans les différents territoires de MRC, puis hey, c'est elle qui parle à la TV. Ça, j'avais pas ça avant. Mais non, je pense que c'est positif, par contre. Oui. Les gens du réseau de la santé ont maintenant plus de visibilité que les humoristes au Québec. Ça, c'est pas peu dire. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. On va parler un peu de ton parcours. Quel genre de parcours tu as eu professionnellement? Ça fait quand même déjà quelques années que tu es dans le réseau de la santé, dans le fond, ici à Amos. Est-ce que ça a tout le temps été dans le réseau de la santé? J'ai toujours été dans le réseau de la santé. J'ai commencé comme ergothérapeute, en fait. Puis moi, je suis native de la région. Là, je suis native d'Amos. Fait que je suis une fille de la région qui était claire qu'après un parcours académique, je revenais en région. Là. Je crois en la région. Je crois au développement de la région, à la population. Je vais mourir ici. Mais c'est ça. J'étais ergothérapeute. J'ai été ergothérapeute 10 ans au Centre de réadaptation à la maison, à l'époque, là, qui était réadaptation déficience physique. Puis par la suite, mon objectif était de dire, je veux influencer, je veux faire partie de faire changer les choses. Fait que graduellement, comme ça, j'ai cheminé pour travailler à l'hôpital d'Amos avec la coordination de services hospitaliers. Puis après ça, directrice des ressources humaines. Puis quand le CIS s'est créé, là, j'ai occupé différentes fonctions. Mais toujours dans l'objectif de dire si je peux faire la différence, je vais y être. Là, je vais être là avec ce que je peux apporter pour la région, puis tant que j'y crois, tant que ça rejoint mes valeurs, je vais être là, puis je vais toujours être la première gardienne de nos services en santé et services sociaux, parce que j'y crois au réseau public, puis souvent, il a été malmené, on l'a entendu, là, avec aussi toutes les dépenses qui sont engendrées. Un peu. Mais c'est un beau réseau, on est chanceux, puis notre population est chanceuse d'avoir ça, puis là, il s'agit de juste pouvoir bien offrir les services, puis notre population en région, on est le seul à avoir un modèle comme ça où on est aussi éclaté, qu'on a renforcé, on a mis des beaux services dans chacun de nos territoires d'MRC. Mais ça, il faut les garder, mais il faut toujours les défendre. Il faut toujours être là pour dire c'est important. Puis
L'hôpital de Ville-Marie, le centre de santé, bien, ça a pris des années, mais c'est donc important. Puis c'est des services de proximité. Puis c'est ça qui fait que la population reste en santé, reste dans le territoire, vitalité du territoire. Fait qu'on est toujours... je vais être là. Je suis toujours là. Comme dirait M. Gendron, c'est le fameux modèle en étoile. Exact. C'est le modèle en étoile. Qui est unique à la région. Il n'y a pas d'autres régions qui ont ça? Il n'y a pas d'autres régions qui ont ça. En fait, dans le réseau de la santé, on est la seule région à avoir un modèle comme celui-là. Ailleurs, c'est des hôpitaux régionaux avec des installations satellites un peu. Mais on est vraiment la seule région à avoir un modèle comme ça qu'on défend tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde, si tu n'es pas dans la ville-centre, tu voyages pour obtenir des services spécialisés. Là, ici, chaque territoire a ses services spécialisés. Oui, là. Puis on les a répartis. Comme par exemple, l'orthopédie, c'était à Amos, l'urologie, c'était à Rouyn-Noranda. On a vraiment réparti comme ça les services volontairement parce que ça donne une force dans chacun des territoires. Puis notre réseau ici en région, en santé et services sociaux, c'est pas juste celui qui rend des services, c'est souvent le plus gros employeur du territoire. C'est souvent, ça permet aussi un peu de dynamiser notre région. Là. C'est pour ça que nous autres, faire 1 heure de char en Abitibi, ça ne nous fait pas peur. Non. On y va par survie. On habite à Amos pour magasiner du linge, je ne prends 1 heure pareil. Ouais, c'est achat local, Pierre-Marc, en pandémie. J'étais à Val-d'Or. non, OK, pas la pandémie, puis wow. Fais-moi pas dire des affaires niaiseuses, mais tu sais. Il est capable tout seul. Je suis capable tout seul, ouais. D'ailleurs, fighter pour ce modèle-là, parce que je pense que c'est ça, il faut batailler pour ce modèle-là. Quand il n'y a pas d'autres régions qui sont notre côté, on ne peut pas s'allier à une autre région. Ça doit être quand même difficile des fois. Bien, puis en fait, c'est pas tant le batailler, c'est de démontrer que c'est le meilleur modèle pour notre région, pour notre population. Puis ça, on est capable de le faire. Puis en fait, quand on est capable de démontrer que d'offrir le service de cette façon-là à notre région, c'est la meilleure façon parce que ça le rejoint mieux, parce qu'on a des territoires ruraux un peu défavorisés ou autres, bien, personne ne va s'obstiner. Là. Puis tout le monde est d'accord avec ça ici en région. Personne? Sauf à l'extérieur de la région, j'imagine qu'à toutes les fois qu'il y a un nouveau parti ou quelque chose, il y a une nouvelle tête qui arrive. Bien, en fait, notre réalité en santé, souvent, ça va être quand il y a un nouveau service spécialisé, par exemple, qui arrive ou quand il y a un nouvel équipement ou un grand service à mettre en région. Bien, ça pourrait être facile de dire on va le centraliser à un endroit en région quand on n'est pas dans la région, qu'on ne comprend pas le modèle. Mais c'est à nous à s'organiser et à dire, ben non, dans notre réalité régionale, nous, voici, c'est comme ça qu'on va positionner le service. Puis maintenant, le modèle est reconnu par la région. Fait que souvent, on va chercher nos alliés régionaux puis on est capable de bien le porter. Ça, c'est un avantage d'être un centre régional parce qu'avant, on avait différents hôpitaux, on avait différents établissements qui pouvaient parfois dire chacun de leur côté, ben non, là, j'aimerais ça que ce soit chez nous, puis une autre fois... Je veux pousser pour avoir de la clientèle, ben c'est bizarrement dit de même, là, mais tu sais, d'avoir... d'avoir le service proche de chez nous. C'est ça, proche de chez nous, parce que la population, on veut qu'elle ait le service le plus près possible. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Maintenant qu'on est régional, ben on échange entre nous, on consulte les territoires, on regarde avec la population, puis on installe ça où c'est le mieux. Un bel exemple pour ça, c'était l'IRM, d'ailleurs, qui était mobile depuis les années 70, je pense, avec l'UQAT, je me trompe pas. En fait, c'est en 2001. 2001 que l'IRM était mobile. l'IRM. 70 plus 30. Ouais, je sais. OK, ça a commencé en 2001, l'IRM mobile. Oh, OK, tabarouette. 70, ça n'existait pas. Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais ouais, l'UQAT, ça a commencé en 70, mais anyway, en tout cas. Mais je sais pas. Mais en 2001, dans le fond. Où est-ce que tu l'en venais, Mathieu? Il y a eu l'IRM fixe et il y avait un dossier très fort, très en appui avec ça de tous les acteurs de la société civile, tous les spécialistes, les scientifiques, tout ça qui disaient faut qu'ils soient là pour que les services à côté fonctionnent pour vrai, que ça soit de la bonne façon. Tout le monde s'entendait là-dessus, sauf une personne un peu bedonnante à Québec, qu'on connaît tous, le ministre Barrette, et ça a fait que ça a été difficile, ça. Puis là, il a fallu un changement de gouvernement carrément pour gagner cette bataille-là. Puis c'est la région qui l'a gagné, parce que toute la région était d'accord avec ça, sauf une poignée de gens qui étaient comme, ben non, c'est une perte. En même temps, je pense... Là, après ça, je connais pas tous les enjeux, mais tu sais, juste dans le transport, c'est du temps d'IRM que tu peux pas faire. Là. Juste la transporter à Amos, l'installer. Puis, ce qu'elle disait, c'est que les spécialistes étaient là, ben, ils n'envoyaient pas les gens dans l'IRM parce qu'ils ne savaient pas à quel moment il allait être, à quel endroit. Fait que bon, on va trouver une autre solution. Et je pense qu'il y avait plus de gens qui allaient à Timmins ou à Sudbury, je crois. Vous connaissez très bien le dossier. mais non, c'est ça, mais c'est un super bon exemple parce que là, au lieu de faire... une bataille ou des négociations plus politiques ou économiques ou autres, ben ça a été les enjeux cliniques. Donc, c'est quoi qui est le mieux pour notre population? C'est ça qui l'a remporté. Puis je pense que c'est à ça qu'on sert, le réseau de la santé. Là, on n'est pas... Oui, on est un bon acteur de notre région, mais notre première mission, c'est de prendre soin des gens. Fait que c'est de s'assurer que ce qu'on déploie, ben, c'est le mieux pour la population de la région, mais toujours en
communication avec la région. Puis ça, c'est un peu une réalité qui est particulière à nous aussi, de dire on va l'écouter, notre population, puis on veut s'assurer d'être près d'eux. Dans les grands centres, il y a moins cette proximité-là entre directement un dirigeant ou un réseau, un établissement de santé avec sa population, mais nous, c'est important, puis on s'assure de le faire aussi. Je pense que la communication en Abitibi, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, puis que tout le monde est consulté. Là, quand il y a des trucs majeurs, habituellement, il y a des consultations. Puis, je pense qu'on peut le voir avec les revendications minières. Là, ça soulève beaucoup la population, puis il y a beaucoup de discussions. Je pense que c'est une fierté de la région. Oui, puis je pense que les gens se sentent concernés. Hein, puis pour les mines, ben, c'est soit ton conjoint qui est mineur, ou soit tu connais quelqu'un qui est mineur, ou soit tu habites dans la ville dans laquelle il y a une mine, puis tu ne veux pas que la ville puisse se dévitaliser. En santé, c'est la même chose. Tout le monde est concerné par la santé. On est tous malades un jour, ou on a un parent hébergé, ou on a un enfant malade. Fait que c'est ça, c'est qu'on se sent concerné, on a le goût de se mobiliser, puis on est peu nombreux. Fait qu'on a la chance aussi, tout le monde, de pouvoir se mobiliser puis prendre position à travers ça. Si on veut, on peut prendre part aux décisions. Et là, on est en 2021, on s'en va tranquillement vers le printemps. Et là, c'est ce qu'on parle beaucoup, c'est la vaccination. Comment ça se passe en région au niveau de la vaccination? Vous en parlez beaucoup, là, mais là, c'est les travailleurs de la santé, évidemment, qu'on veut, et les aînés qu'on veut protéger d'abord, c'est ça? Bien, d'abord, là, les résidents CHSLD. Puis tout le monde le comprend. Là, vraiment, malheureusement, c'est beaucoup de décès là, dans les résidents de CHSLD, pas en région. On n'a eu aucun décès dans nos CHSLD en lien avec la COVID. Aucun cas d'ailleurs, mais on l'a vu ailleurs, puis c'est vraiment, personne ne veut ça. Fait que c'est les premiers à être vaccinés parce que c'est eux qui compliquent ou qui sont à risque de complications plus importantes. En région, il nous reste 4 CHSLD pour lesquels il faut vacciner les résidents. Fait que ça va se compléter dans les prochains jours. On attend les doses. Là. Ils vont arriver demain ou après-demain. Puis après ça, en 4 jours, tout le monde va être vacciné. Travailleurs de la santé. Puis ça, cette priorité-là, c'est pas nous qui l'avons déterminée. C'est un groupe d'experts cliniques, puis c'est correct, tout le monde s'y plie, c'est la bonne chose à faire. Mais c'est ça, travailleurs de la santé. Puis on a déjà commencé à le faire, là, particulièrement à Rouyn-Noranda. Puis après ça, avec la vulnérabilité liée au vaccin. Fait que c'est les gens qui habitent dans les résidences privées pour aînés, là aussi, on a eu beaucoup de complications. Puis la proximité de ces gens-là avec leur unité locative, le fait qu'ils sont dans des salles à manger, bien, fait en sorte que si le virus entre, la transmission peut se faire facilement. Fait que on le comprend aussi. Puis éventuellement, puis assez rapidement quand même, là, dans quelques semaines, quelques mois, bien là, ça va s'élargir parce que là, c'est l'ensemble de la population par groupe d'âge qui vont être invités à se faire vacciner. Et à ce moment-là aussi, avec les modalités qu'on déploie, bien, les vaccins, ils vont arriver partout là, en région. Fait qu'on va en avoir dans chaque territoire des MRC, on va avoir des centres de vaccination, des lieux où on va inviter la population à s'inscrire et à aller se faire vacciner partout. Fait que c'est un grand effort parce que c'est une vaccination de masse, mais ciblée. Mais en même temps, simultanément, on va vouloir vacciner beaucoup de monde en même temps. Là. Dès qu'on reçoit des vaccins, on veut, puis c'est vraiment comme ça qu'on planifie toute la logistique. Dès qu'on les reçoit, en quelques jours, il ne faut plus qu'il y ait de doses dans les congélateurs. Là. Fait qu'il faut avoir assez de vaccinateurs pour être capable de faire ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur du vaccin, qui ont peur que Bill Gates leur contrôle le cerveau? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager? Pierre-Marc veut se faire rassurer. Ouais, j'étais un peu nerveux, moi. La 5G! La 5G dans mes veines, c'est non. Non, mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens, mettons, qui sont un peu craintifs envers le nouveau vaccin qui arrive? Ils disent on a entendu beaucoup de choses, ça a été rapide, voyons, toutes ces rumeurs-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, en fait, je suis vraiment pas une spécialiste en santé publique. Je commence à en connaître plus. Mais justement, on fait un briefing technique la semaine prochaine pour expliquer à la population pourquoi ça a été plus vite, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin-là, comment ça fonctionne pour justement répondre à ces préoccupations-là. Parce que je comprends que les gens qui se disent hey, d'habitude, ça prend des années. Dans quelques mois, on a eu un vaccin. Bien, on peut se poser des questions, puis c'est correct, il faut y répondre. On a les réponses. Fait que vraiment, j'invite la population à écouter notre briefing technique qui s'en vient la semaine prochaine spécifiquement là-dessus. OK. Parce que c'est quand la majorité de la population, puis tu sais, ce qui est visé, c'est 75 à 80 %, mais c'est quand la majorité de la population va être vaccinée qu'on va pouvoir se dire, bien là, on le freine, le virus. Là. Il ne peut plus circuler bien à travers la population. Puis s'il circule, bien, il ne peut plus faire autant de mal. Fait que... C'est pour nous qu'on le fait, mais c'est pour la collectivité qu'on le fait quand on se fait vacciner. J'avais vu une vidéo promotionnelle de Ben & Teller, les magiciens. Là. Ben & Teller, ouais. Ouais, ben c'est drôle parce qu'il y avait comme une pièce blanche là, avec 2 parties où il y avait, mettons, une centaine de statues dans chaque partie. Puis une partie était mettons, protégée, entre guillemets, là, par un plexiglas. Puis là, il lançait des balles dans les 2 groupes. Ah, OK, ouais. Puis il dit ça, c'est les virus.
Puis là, il y en avait certains qui étaient bloqués par le plexiglas du côté qui était bloqué, ou il y en a que des fois qui passaient. Puis de l'autre côté, ben là, toutes les... C'était free. Ça frappait toutes les petites statues, mais c'est ça. Il y en a qui vont l'avoir, mais si on freine la majorité des shots, ben c'est ça. Puis c'est à ça que ça sert la vaccination. Parce que c'est ça, là, on est un peu perdu. Les gens se questionnent beaucoup parce que là, les nouvelles qui sortent, c'est que les gens qui ont été vaccinés, ils attrapent la COVID quand même, mais là, c'est normal. Les gens qui ont le Botox vont avoir des... Les gens qui ont le Botox peuvent avoir des effets secondaires. J'ai vu ça ce matin. Ah oui? Ouais. Ah, OK. On découvre des choses. Mais ça fait partie de la game. C'est normal que dans une vague... même si tu es vacciné, tu peux attraper la maladie quand même, j'imagine. En fait, il n'y a pas un vaccin qui est à 100% efficace. Fait que, la portion d'inefficacité, justement, correspond au fait que sur le lot de gens vaccinés, il y en aura une petite partie qui vont quand même être moins protégés ou qui vont pouvoir le contracter, le virus. Puis quand tu es vacciné, si tu es en train de l'incuber, ton virus, puis que finalement, tu l'as déjà, ça se peut très bien que tu le développes, là, un peu comme pour la grippe, c'est ce qui se présentait aussi. Mais les taux d'efficacité des vaccins qui sont actuellement, c'est hyper important. C'est 92-94 d'efficacité après 2 semaines. Là. Fait que c'est quand même intéressant. Ton briefing technique, tu dis qu'il va être diffusé au public. Est-ce qu'il va être sur Internet comme vos points de presse et oui, tout ça? On va faire ça de la même façon avec un Facebook Live aussi. C'est mardi, là, si je ne me trompe pas, qu'on va planifier tout ça. As-tu l'heure? On va mettre la pression sur l'équipe. Mettre la pression, let's go, faut que ça sorte. Oui, techniquement, on sort dimanche. Je l'ai donné tout à l'heure. Je t'agace. Techniquement, on sort dimanche, ça va être correct. Sinon, revenez une semaine avant. Oui, c'est ça. Allez sur la page du 6 de la BTB. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est mardi. Déjà là, soyez à l'affût. C'est à tous les non, c'est ça. Dans les points de presse quotidiens, c'est tous les jeudis. Les points de presse quotidiens tous les jeudis. Briefing technique sur la vaccination, mardi le 19 janvier. Yeah! Ouais, c'est ça, le 19. On va peut-être être avant ou après. C'est ça. Le podcast, on est intemporel. On peut être quand on veut. Ouais, c'est ça. Vous pouvez l'écouter comme vous voulez. D'ailleurs, souvent, les gens commencent du début. Ouais, c'est ça. Ça se pourrait que quelques mecs soient rendus à celui-là. Ça fait comme 8 ans que ça y est sorti, mais ça va très vite. Il y a beaucoup de podcasts. Bienvenue, mais on a vieilli. On s'en ressemble. Peut-être qu'on n'en fait plus, là, mais il y en a sûrement encore pour un autre 8 ans au moins. Là, mais bon. On l'a sûrement remplacé, Mathieu. Sûrement, oui. J'espère. Sinon, au confinement, évidemment, le citoyen moyen a écouté beaucoup, a consommé beaucoup de culture, a fait le tour de Netflix. Caroline Roy, est-ce qu'elle a eu le temps de consommer un peu de télé ou de séries ou de films? Est-ce qu'elle a découvert des séries? Pas tant, hein? Non? Non, consommer beaucoup de familles non plus. Non? Puis ça fait partie de la tâche puis de la fonction, mais non, j'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir profiter moi-même, soit d'activités ou de bénéfices secondaires d'un confinement que d'autres ont pu bénéficier. Là, non, c'est clair que non. La famille aussi est affectée par ça, parce que la réalité fait en sorte que là, il n'y a plus du lundi au vendredi, puis il n'y a plus non plus de journée de soir ou de nuit, parce qu'il y a des réalités qui peuvent se présenter qui nécessitent comme faire un podcast le jeudi soir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. mais non, j'ai pas pu découvrir toutes les séries de Netflix, mais vous pouvez peut-être m'en proposer des bonnes. Là, Tiger King, si vous êtes prêt à quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça vaut la peine. Dark aussi, une série allemande que j'ai vraiment adorée. C'était vraiment le fun. Dark? Ouais, Dark. Ouais. Dark. C'est fucké, c'est bon. Ouais, c'est quoi l'histoire? C'est en gros, c'est dur à expliquer. Il arrive de quoi de bizarre dans un village. Puis il se rend compte que c'est relié à tous les 30 ans, il arrive quelque chose d'étrange. Puis c'est comme interrelié. C'est une histoire de voyage temporel. On peut pas, c'est ça, voyage temporel, mais on peut pas en dire plus parce que c'est un petit peu gâché tout. Mais écoute-les, Matt. Je t'ai déjà dit trop. Moi, je suis très série québécoise. Hein. J'ai toujours été. Mais c'est doublé en québécois. Ah ouais? Non, pas en tout. C'est qui le roi? Non, mais moi, c'est ça. Non, mais il y a M'entends-tu sur Netflix, qui est québécois, Matt. C'est ça, c'est parce qu'il est sur Netflix, tu l'as regardé. Non, moi, je l'ai écouté sur tout.tv. Tu l'écoutais en anglais. En anglais. Il y a une série, d'ailleurs, il y avait ça. Il y a un film, Mafia Inc., de Pods, qui est sorti. C'est un film québécois. Puis en France, ils l'ont doublé avec des doubleurs français et c'est dégueulasse. Ah ouais? Mais bon. Mais ouais. C'est ça, tu vois, comme ici, quand il y a des séries américaines qui sont doublées en français, d'international, c'est pas toujours top-notch. En même temps, tu dis que tu écoutes des séries québécoises, mais tu écoutes tout le temps les Simpsons, qui est vraiment pas québécois. Non, c'est ça, mais l'adaptation est bien faite, par contre. OK. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Mais sauf que là, en ce moment, je suis dans les pays d'en haut et ça, c'est bon. C'est excellent. Meilleure série québécoise depuis un bon bout, je pense. Non, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai pas eu le temps d'en consommer tant que ça, mais moi aussi, c'est pas mal les séries québécoises et ce qui me sort du quotidien. Donc,
si j'ai le temps d'un film la fin de semaine, je vais écouter un film qui me fait pas du tout penser à la pandémie, à la réalité, au monde normal. Fait que Dark, peut-être que j'irai voir ce que c'est. Oui, ben c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr que dans 2021, il va y avoir des films sur la pandémie. Là. Fait que profitez-en, écoutez les films maintenant. 2022. Il n'y a pas une série à TVA qui était sortie avant la pandémie qui était, je pense, ça s'appelait Pandémie. Épidémie ou Pandémie. Là. Ouais. C'est ça, tu fais. Il y a une série qui est sortie sur Amazon Prime aussi qui s'appelle Utopia. Ouais. Que c'est une pandémie qui se déclenche pendant... puis tu sais, il y a des conspirationnistes qui ont vu une pandémie à l'avance. Ouais, avec une BD. Mais ça a été écrit il y a 6 ans. Genre. C'est ça. Puis au début de l'émission, ils disent nous voulons préciser aux gens que la pandémie fictive de cette émission n'a jamais été basée sur le COVID. Parce qu'une pandémie qui se concrétise comme la COVID, c'est une première, mais des H1N1 puis des affaires comme ça qui nous prédisaient des épidémies comme ça, des pandémies. Il y en a eu, c'est ça, ils ont été contrôlés, mais il y en a eu avant. C'est normal qu'il y a eu des scénaristes une année qui ont été inspirés un peu par ça. Puis par tout ce qui se passe. Je pense que les autres pandémies, c'était. Je ne sais pas, on me corrigera si je me trompe, mais je pense que. Benoît. Docteur Benoît, on est tous spécialistes. Non, mais mettons, dans les autres virus, c'est que tout le monde a les mêmes symptômes. Là. Le COVID, c'est que tout le monde peut ne pas avoir les mêmes symptômes. Je pense que c'est ça qui faisait la grosse différence du COVID. Puis c'est le fait qu'on le connaissait pas. Ouais. C'est pas un virus qu'on connaissait. Des virus de grippe, on connaît ça un peu plus, mais là, un coronavirus qui vient d'une source qu'on connaît pas, on le connaissait pas, puis tu sais, de comment les signes cliniques se présentent d'une personne à l'autre, là, ça, c'était vraiment nouveau. Des pandémies, il y en a déjà eu. La grippe espagnole. Oui, la grippe espagnole. On était une, mais tu sais, m'en souviens. Un peu, oui. Comme tous, mais là, on commence à s'en souvenir parce qu'on va voir un peu comment ça s'était passé dans le temps. Mais non, c'est ça, c'est juste que là, un peu la mondialisation fait en sorte que là, on est bien au fait de ce qui se passe en Chine, puis en Russie, puis en Italie, puis au Portugal. Avant, on n'avait pas ces possibilités-là. Mais quand on retrace un peu comment ça se passait, le confinement, les masques, finalement, c'est les mêmes réalités qui se vivaient, mais c'était pas aussi connu. Je suis dans Mazou raconte son histoire, puis il y a une scène justement où on parle de la pandémie de la grippe espagnole, et le texte, on jurait que c'est comme des clichés de ce qu'on vit en ce moment. Le port du masque dans les rues, la Coupe Stanley qui a été annulée. C'est toutes des références. C'est la même affaire. C'est ça, c'est le même principe que il fallait avoir une meilleure hygiène personnelle, puis avoir de la distanciation, puis faire diminuer les contacts. C'est les mêmes mesures qui s'appliquent. Les commerces sont fermés. Puis quand on va, parce que j'avais cette curiosité-là, fait que j'étais allée voir un peu ce qui était sorti à l'époque, des fois dans des coupures de journaux, puis il y avait les commerces essentiels qui pouvaient demeurer ouverts, mais les autres non. Mais là, c'était une liste de la boucherie. C'est pas la même réalité d'aujourd'hui, mais c'est le même principe finalement. Là, les mêmes mesures s'appliquaient. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une éclosion de commandes en ligne à ce moment-là aussi? Ou... c'est là que l'application Dash est sortie. Pendant Uber Eats a monté en flèche ces années-là aussi. Parce que là, c'est en espagnol, c'est Dasho. Là. Ça marchait avec des pigeons, monsieur, à cette époque-là, par exemple. C'est ça, ils te livraient ton McDo en cheval. En calèche. Des calèches, mais qui étaient chauffées, par exemple. Mon lunch était chaud. Mais c'est là qu'on voit que c'est un grand impact sur la santé physique des individus, la pandémie, mais tellement sur d'autres volets aussi qui affectent la santé des gens, là, la santé mentale, puis les gens qui perdent leur emploi, puis vraiment là, des impacts épouvantables aussi dans d'autres volets que ça, on va les connaître, puis on va les découvrir un peu plus tard. Là, on commence, là, mais... Vraiment, cette pandémie-là va nous suivre pendant plusieurs années parce que tout cet impact-là, on ne récupérera pas ça en quelques semaines. En Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, on a une économie forte. Heureusement, je pense qu'elle reste quand même assez forte malgré tout. Les gens sont encore acheteurs. Évidemment, surtout dans le premier confinement, peut-être que les gens ont fait attention un peu plus au début. Là, je le sens moins. Justement, les gens sont adaptés au télétravail, puis... fallait faire ce mouvement-là de toute façon. Puis ça aussi, le télétravail, je crois que ça va rester beaucoup, je pense. Mettons, si je pense que c'est une affaire qui est positive, là, c'est le bond technologique que ça a fait là, avec le télétravail. Puis, tu sais, je pense que ça a fait apporter d'autres questions sociales sur c'est quoi nos balises de travail, c'est quoi nos normes, est-ce qu'on peut revisiter ça, est-ce que des possibilités de faire des conciliations, là, travail-famille, il y a eu tout ça de mis en Comment vous avez géré ça, oui. le télétravail aussi, ça? Parce que c'est souvent le plus gros employeur d'une communauté. Là. Oui, puis
on n'a pas tant d'employés qui n'ont pas besoin d'être là pour rendre des services aux patients. Ouais. Des employés de bureau, on en a, mais il y a des employés de bureau qui accueillent des gens qui rentrent dans les hôpitaux, par exemple. Mais non, télétravail obligatoire, on l'applique aussi, mais en même temps, tant qu'on est capable d'offrir le service. Fait qu'il y en a des employés en télétravail. Il y a même des intervenants en télétravail. La téléconsultation, la télésanté, la téléréadaptation. Ça a fait un bond incroyable. Puis ça, il y a beaucoup d'éléments qui vont rester, puis c'est positif pour tout le monde, parce que même pour le patient qui est à distance, qui n'a pas à se déplacer des fois des kilomètres ou plusieurs minutes là, ou même des heures pour venir voir son médecin, mais qui finalement le fait à travers un écran puis que ça va très bien, bien, il y en a de ça qui va rester. Mais non, on a des employés en télétravail. Tout est une question d'équilibre. Je pense que là, on est tellement dans l'extrême que là, on a juste envie de se revoir, là, mais c'est ça. Est-ce que vous aviez déjà une politique de télétravail avant la COVID ou c'était... On avait une politique de télétravail peu utilisée pour certains types d'emplois bien spécifiques, surtout du personnel de bureau dans certaines catégories, ou d'être à la maison ou au travail. Là, c'est à partir du moment où la technologie est là, c'est la même productivité, le même travail qui se fait. Mais là, on l'a vraiment élargi. Là. Avec un compagnon de travail qui est un chat, qui est quand même moins dérangeant que Marcel. Mais tu m'as amené une question, par exemple, quand tu as parlé de téléconsultation et tout ça. Parce que je sais que souvent, les intervenantes sociales du CLSC ont beaucoup de clients qui sont sur l'aide sociale, des choses comme ça, qui ont moins accès à la technologie. Est-ce qu'il y avait quand même du service qui était... Est-ce qu'ils continuaient les visites à domicile, ces choses-là, pendant la pandémie? Ou il y avait des mesures qui avaient été mises en place? Ben oui, puis en fait, là, à domicile, ça s'est toujours maintenu. On a diminué certains services à domicile là, pour maintenir l'essentiel quand même dans la première vague, puis même maintenant ou en tout temps. Mais ça, les services à domicile, quand on les rend, c'est parce que la personne ne peut pas se déplacer. Il faut se rendre là. Il faut aller la rejoindre à son domicile. Mais non, il y a de l'adaptation. Puis en fait, on s'adapte aussi à la clientèle qu'on dessert. Il y a une clientèle qui n'a pas accès, par exemple, dans certains territoires à Internet. On ne peut pas leur demander de faire une téléconsultation. Fait qu'il y a d'autres modalités qui s'appliquent, mais on va jusqu'où on est capable d'aller dans ce qui est bien pour offrir le service et le maintenir, le service. Puis il y a des angles morts qu'on a eus dans la première vague, puis pas juste en région, là, mais partout en province. La clientèle adolescente, la clientèle jeunesse, la clientèle en santé mentale. Mais là, on le voit, puis on s'est adapté, puis on maintient, puis même on a bonifié plusieurs services auprès de certaines clientèles, puis un rapprochement, des contacts réguliers, des appels téléphoniques, pour être sûr que tout le monde se porte au mieux malgré la pandémie, là. Moi, j'avoue que la clientèle en santé mentale, ça peut être une clientèle... Elle est déjà fragile en temps normal, en isolement, des choses comme ça peut être assez si on apporte encore un petit peu plus de clientèle, on parle perte d'emploi ou perte de vie sociale, puis ça peut être des éléments déclencheurs, puis ça peut rajouter à ça. Là. C'est tellement vrai, mais à chaque fois là, que je peux aller me promener dehors au chalet ou que je peux aller me promener dehors juste ici dans nos rues, je me dis... On est chanceux en région, nous, d'avoir ça, là, d'avoir cette possibilité-là, ces grands espaces-là, parce que ceux qui habitent dans des grandes densités de population, qui n'ont même pas de cour arrière, là, qui ont vraiment peu d'espace pour circuler, c'est encore plus difficile. Nous, on est quand même chanceux d'avoir les espaces qu'on a et les possibilités qu'on a, malgré le confinement, finalement. D'ailleurs, il y a un appel vers même à Montréal, il y a une certaine... Pas une exode encore, là, mais il y a des gens qui vendent leur... Soit s'ils sont propriétaires, ils vendent, puis ou locataires, ben ils pensent à s'établir justement sur la couronne nord, la couronne sud, et même plus loin dans les régions. Puis je sais pas si ça va peut-être nous aider, si on parle de pénurie de main-d'œuvre. Ça va peut-être faire réaliser aux gens que l'avenir est en Abitibi, comme dans le temps de la colonisation. C'est ici qu'on peut travailler. Mais oui, mais je pense que le gouvernement avait parlé de décentraliser surtout beaucoup d'emplois, mettons, surtout de fonctionnaires. Puis là, avec le télétravail qui montre ses preuves. C'est pas encore concret, ça, par contre? Là, non, mais c'est pas encore concret, mais je veux dire, ça va permettre ça. Ça veut dire que là, tu vas pouvoir être en Abitibi puis avoir des postes de hauts fonctionnaires ou de travailler dans des directions générales à Québec ou à Montréal, tu sais, puis là, ça va être pas juste dans la fonction publique, là, ça va être dans tous les métiers. Là. Ils vont enfin pouvoir démolir l'espèce de gros édifice brun, laid, dégueulasse à Québec. Là, Radio-Canada? À Québec. À Québec, l'espèce de gros édifice où il y a plein de fonctionnaires qui travaillent là pour plein de ministères. C'est un chef-d'œuvre d'architecture. Mais à côté du Vieux-Québec. Là. Puis on le vit, hein, tu sais, avant la pandémie, là, toutes les 4 semaines, j'étais à Québec. Puis, dans le fond, cette réalité-là de devoir être en présence, ça va changer. Il faut un équilibre. Je pense que d'être toujours en télétravail, toujours isolé dans son bureau, puis à journée longue, là, il y en a beaucoup comme moi, comme d'autres, là, qu'on est en constante relation virtuelle, mais tout seul toute la journée. Oui, c'est ça.
Ça, puis, étrangement, ça va amener ça va enlever un fardeau fiscal sur l'objet de la santé si tu n'es pas obligé de te rendre à Québec, justement, puis que nos intervenants peuvent juste se parler à partir de leur bureau. Ben, on l'a déjà vu. C'est juste les coûts de déplacement, puis pas juste en santé, services sociaux, là, mais dans la population en général, dans tout, là, il y a beaucoup de coûts qui ont été Parce que les billets d'avion ne sont pas donnés. Hein? Les billets d'avion? C'est quand il y en a, ça. Hein? On a ça, des avions, nous autres! À Québec, avez-vous rencontré le Dr Arruda? En fait, on l'a souvent rencontré, Dr Arruda. Comment il est? Cette réalité-là. On veut tout savoir. Vous savez déjà tout. Ah oui, OK. Mais non, en fait, ça, c'est vraiment bien là, dans toute cette gestion de pandémie-là. Le fait que, avec toute la réorganisation du réseau, il y a 5 ans, il y a 34 maintenant établissements du réseau de la santé et services sociaux. Ça veut dire seulement 34 PDG. Puis ensuite, c'est l'équipe sous-ministérielle avec le ministre. Fait qu'on est en proximité, puis on est agile comme réseau. Puis ça, on l'a démontré en pandémie. Là, à tous les jours, à un certain temps, on avait ces rencontres-là entre l'équipe sous-ministérielle, les ministres et les PDG. Mais on n'est pas tant que ça, finalement. On se connaît, on se côtoie, on échange. Fait que c'est facile de devenir plus agile quand on est un peu. Tu as récupéré la recette de tartelettes portugaises? Je l'ai sérieusement demandé. C'est vrai? Super, ça. Mais je ne l'ai pas encore reçu, là. C'est à venir. Ah non? OK. Bon, rappelle, docteur, on va mettre de la pression. On va mettre de la pression. Puis t'étais pour, M. Arruda, faites votre travail. Puis t'étais pour ou contre les danses hip-hop de Dr Arruda? En fait, on n'a pas à être pour ou contre. Ah, c'est ça, il a juste le droit de faire ce qu'il veut. Je sais, c'est ça. Pourquoi il faut être contre? Ouais, pourquoi? C'est un monsieur sérieux. Ouais, c'est ça. C'est important. Il y a du monde qui meurt dans les hôpitaux. Non, mais je n'empêche pas de danser, j'imagine. Ils dansent sur leur tombe. Je réitère ça. J'enlève ça. Mais je pense qu'il faut habiter, c'est ça, hein, c'est dans tout, il faut habiter la fonction. Puis, tu sais, la situation pandémique a amené tellement de situations dramatiques. Il fallait des fois dédramatiser, je pense. Puis il l'a bien fait avec son côté attachant puis rassurant aussi, je pense. Et humain. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de sentir que les gens sont là, qui nous comprennent, qui sont avec nous autres puis qui sont humains. Ouais. Et je pense que c'est là qu'il faut bien niaiseux, mais c'est juste on aplatir la courbe. Tout le monde le fait. Tout le monde fait. Et on le comprend. On comprend. C'est une image forte. Oui. Puis tout le monde l'a fait. Puis tout le monde, il y avait ça en tête. Fait que, ça fait combien de temps, Ben? Ah, ça fait 45 minutes, Matt. Ah ouais? Pas pire. Belle discussion. Sinon, qu'est-ce qu'on souhaite pour la fin de 2021? C'est quoi les défis de Caroline? Les défis, c'est la pandémie, premièrement, finir avec la pandémie, l'en finir avec la pandémie. Ça, c'est le premier défi, puis c'est la première priorité. On va-tu vraiment en finir cette année? Je le crois. Ouais. Oui. Avec ce qu'on connaît présentement, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri même d'une autre vague. On le sait, malgré la vaccination, si les gens relâchent parce qu'ils se disent hey, là, on commence à être pas mal vaccinés, puis finalement, on relâche tout ça parce qu'on est tanné aussi, puis on a le goût de se rassembler. On n'est pas à l'abri de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher les messages. Mais donc, en finir. Vraiment, là. Puis là, il faut que les gens répondent à la vaccination. Il faut que les gens viennent se faire vacciner quand ce sera leur tour. Ça, ce sera une chose. Pour le réseau de la santé, bien là, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Parce que à travers tout ça, on l'a vécu, l'impact, les gens le voient bien, mais nous, ça va rester. Il y a certaines régions du Québec où, quand la pandémie va être plus derrière eux, bien, ça va se rétablir davantage. Là. Les ressources humaines sont là, la main-d'œuvre est là, mais nous, notre réalité fait que ça va être encore difficile. Fait que ça, on est en réorganisation de service justement parce que je ne veux pas tomber en rupture de service. Je ne veux pas qu'on soit devant notre population à dire on doit fermer tel ou tel service successivement ou à certains moments. Fait que je veux qu'on puisse ensemble convenir d'une bonne organisation de service pour la population. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des craintes. Qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier-là? C'est beaucoup les ruralités là, souvent qui vont écoper des fois. Là. Oui. Puis je rassure tout le monde, à chaque fois, les services de proximité sont importants en région et font la différence. Fait que pour moi, c'est clair que dans les milieux ruraux, avec les points de service CLSC, il y a des services qui doivent se donner. Il y a peut-être même plus de services qui doivent se donner ou différemment parce que c'est de cette façon-là qu'on rejoint mieux les gens. Puis ça, on veut qu'ils restent à leur maison, qu'on soit capable de les maintenir à domicile plutôt que finalement de casser maison, de devoir héberger, de perte d'autonomie et autres, ce qui s'ensuit. Bien, il faut être là, il faut être près des gens. Fait que ça, je peux rassurer tout le monde, là, notre offre de service, on veut la maintenir, mais pour maintenir ces offres de services-là, pour la marge de manœuvre de ressources humaines que ça nous prend, il faut en dégager ailleurs. Puis là, ça, c'est tout le défi auquel on est confronté. Fait que ça va être un bon défi aussi qu'on va continuer en 2021. Puis, bien, il faut continuer à se développer parce que c'est pas juste de consolider les services, on en veut d'autres en région. On a une grande autonomie de services en région avec beaucoup de services spécialisés.
si on veut continuer ça, il faut continuer aussi à se développer. Fait qu'on a plein de projets immobiliers qui s'en viennent, qui vont se compléter même cette année. On a d'autres aussi sur les plans ou sur certaines cartes. Là. Fait que c'est de continuer tout ça. Et puis 4e, j'imagine, c'est de rattraper les séries Netflix. et là, j'avais rattrapé dans ma tête les chirurgies. Ben oui, rattraper les chirurgies, mais oui. Je ferai un rattrapage de certaines séries de Netflix. Quand ça ira bien. Oui, dans certains temps. Mais c'est vrai qu'il y a certains retards qu'on a pris aussi au niveau de nos services, là, plus sérieusement. Ah oui? Puis ça aussi, ce sera un rattrapage, mais on est vraiment en meilleure position que certaines régions parce qu'on n'a pas eu à refaire des délestages là, récemment de plusieurs activités. Fait que, mais il y a quand même un certain rattrapage auprès de la population de certains services électifs. Là. Fait qu'on a dû reporter des chirurgies, malheureusement, ou certains rendez-vous. Mais on va reprendre ça dans les prochains mois. Donc cet été, si on est chanceux, on pourrait peut-être avoir un été qui ressemble plus à un été normal. Mais pas trop. Mais pas trop. Pas trop, c'est ça. Je pense pas qu'on va être dans un été normal, mais on va se rapprocher. L'enjeu, c'est qu'il faut continuer à appliquer des mesures parce que sinon, on peut retomber encore avec des cas parce que l'entièreté de la population ne sera pas vaccinée cet été. Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'à la fin du mois de mars, là, la clientèle la plus vulnérable, en CHSLD, les travailleurs de la santé qui sont près de ces gens-là, puis les gens en RPA, là, nos résidences privées pour aînés, que ceux-là soient vaccinés. Ça, c'est réaliste, un objectif réaliste avec ce qu'on connaît de l'arrivage de vaccins qui s'en vient. Cet été, on va commencer à vacciner d'autres personnes là, à partir du mois d'avril, mais ce ne sera pas fini. Il ne faudra pas lâcher. Fait qu'on peut annuler le festival de Tous et Tu. C'est ça. Tu avais commencé l'organisation. Oui, j'avais commencé. Tu avais hâte. Oui, j'avais hâte. On l'annonçait le 12 mars. Il y en a qui s'ennuient d'aller dans les bars, il y en a qui s'ennuient d'aller dans les restos. Tu as hâte de Tous et Tu. C'est fondamental. L'impro, on se tousse pas dessus, mais on est proche. On est proche, c'est ça. Tous les sports de proximité, toutes ces affaires-là, je pense que les gens ont hâte de faire ça. Hier, c'est la première game du Canadien. Ça fait du bien. Ah, mon Dieu, que ça me manquait. C'est bizarre, là, avec pas de fans, mais c'était ça les séries, de toute façon. Là. C'était tout, mais, on dirait que j'écoutais la game. J'écoute pas tant de games que ça d'habitude. Là, mais là, j'étais mon Dieu, ça fait du bien. De voir des gens se rassembler. Voir du sport. Mais j'espère qu'on verra jamais de festival de Tous et Tu. Non, mais non. Ça, c'est des projets étranges à Benoît. Il y a des festivals de tout dans la vie. D'après moi, ça m'étonnerait pas que ça existe déjà. J'ai pas l'appui du SAP. Mais pas tout de suite. Non, c'est ça. Attendons d'avoir oublié la pandémie. Le festival de Tous et Tu avec la mascotte Alexis Cossette-Trudel. J'espère que c'est commandité par Purel, au moins, ce festival-là. Je pense qu'on va finir ça là-dessus. Merci beaucoup, Caroline. Merci d'avoir pris du temps dans ton horaire qui est probablement très, très chargé. C'est vraiment, vraiment apprécié. J'espère que tu as apprécié l'expérience. Oui, merci de m'avoir invité. Puis merci de nous permettre d'avoir cet angle-là différent aussi sur le réseau de la santé. Juste en étant ici, puis en étant public cette année, je réalise qu'on a réussi notre coup. Là. On a réussi à rallier la population, puis les gens nous écoutent. Puis je suis contente parce qu'on va y arriver comme ça. Mais c'est ça. Il y a un autre visage derrière ça. Hein. On est tous des humains. Je suis une fille d'ici, j'y crois beaucoup. Puis c'est un peu ce qu'on traduit dans le podcast qu'on fait actuellement. Fait que merci. Merci beaucoup. On te suit sur tes réseaux sociaux. On est habitué vieux réflexe. Hein? Je suis pas là-dessus. Pas d'Instagram, pas de Snapchat, pas de TikTok. Non. OK, appelez à l'hôpital. À une prochaine fois. Allez voir sa page professionnelle, CISAT. Oui, ça, je suis là. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Va chez Mathieu. Merci beaucoup, Benoît. Allô. Merci beaucoup d'avoir été là. Suivez-nous sur nos plateformes, puis à une prochaine. Merci.